Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du Ciné Podcast. Un épisode qui compte double car avant les vacances de la Toussaint, nous n'avons pas eu le temps de débattre autour du voyage de Chihiro. Nous allons donc revenir dessus avant de passer à Il faut sauver Soldat Ryan. Pour ce faire, nous sommes aujourd'hui accompagnés de Chérine et Maxime côté élève et côté enseignant, nous avons Claire Goupil. Alors, qui a vu quoi ? Chérine. Alors moi j'ai vu le voyage de Chihiro, Ouais. mais il y a un moment, ce qui fait que donc j'ai quand même essayé de me renseigner donc sur le film. Donc, mais je me souviens des scènes et je sais qu'il m'avait marqué, comme un peu beaucoup des films de Miyazaki, parce que ce sont des films riches en symboles et Miyazaki a vraiment son propre style, notamment autant sur la forme que dans le fond. Moi j'ai pu voir le Soldat Ryan il y a 3 jours avec le Ciné Club et j'ai assez apprécié le côté historique et réaliste. D'accord. Moi j'ai participé aux 2 séances et donc j'ai vu autant les 2 films. J'ai vu les 2 films. Et je suis assez partagée sur les avis. D'accord. J'ai vu également les 2 films et je suis partagé dans le sens où j'ai apprécié Il faut sauver le Soldat Ryan, mais beaucoup moins le voyage de Chihiro. Donc commençons par le voyage de Chihiro. Qu'est-ce qui fait que vous l'aimez tant, Chérine et Claire ? Moi c'est tout le style, c'est très japonais. Déjà tout est fondé donc sur la culture japonaise, notamment dans le synopsis même, puisqu'on fait référence aux esprits. Moi ça m'a fait beaucoup penser donc à la mythologie shintoïste, parce qu'on a cette notion des esprits, parce que tout dans la mythologie shintoïste est un esprit. Donc en japonais on les appelle les kami, donc un volcan, un arbre, c'est un esprit. Et c'est ce qui c'est la culture japonaise, comme moi je suis fan de culture japonaise, qui m'a autant plu. Avec Miyazaki, ce qui est intéressant, c'est que malgré l'aspect un peu enfantin qu'on peut retrouver dans ses dessins, l'aspect très coloré aussi, il y a toujours un message de fond qu'on doit interpréter. Et il est très bien amené en fait, avec plein de petites références, comme vous avez dit Chérine, à de la culture japonaise. Et effectivement il y a différentes lectures. Un enfant de 8 ans, admettons, le verra avec des yeux d'enfant, alors qu'un adulte le verra avec ses yeux d'adulte et verra les différentes couches d'interprétation de ce film. Et encore, même en tant qu'adulte, c'est difficile de décrypter vraiment tout le film. Moi, quand je le regardais, j'ai eu du mal. J'étais très sceptique. Et quand je le regardais, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça fait référence ? C'est extrêmement riche et on peut avoir diverses interprétations. Et c'est ça aussi qui est fascinant avec ce film et avec les films de Miyazaki en général. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal avec ce film, peut-être parce qu'on me l'avait survendu, je ne sais pas. En tout cas, c'est un film dont j'ai entendu parler depuis très très longtemps et que j'avais jamais eu l'occasion de voir. Donc je l'ai vu dans le cadre du Ciné Club. Et pour le coup, c'est pas tant le fond qui m'a posé problème. Effectivement, je reconnais qu'il y a un message intéressant, mais c'est la forme. Et comme tu dis, Chérine, je pense que c'est une culture japonaise tellement forte, tellement marquée, que moi ça m'a perturbé. Oh, je pense pas que ce soit vraiment la culture japonaise, mais plutôt le côté enfantin et les couleurs, parce que la culture japonaise dans le cinéma peut aussi énormément plaire. On pense notamment aux films de Kurosawa qui n'ont rien à voir avec les films de Miyazaki. C'est beaucoup de violence, c'est des batailles. Je pense notamment aux 7 samouraïs qui a plu au public occidental, parce que j'en fais partie. Oui, Kurosawa, c'est le réalisateur même qui a su ouvrir le public occidental au cinéma japonais. Parce qu'avant, c'était vraiment considéré comme quelque chose d'assez étrange, un peu trop différent. Et le cinéma japonais a aussi beaucoup eu d'impact sur les films d'horreur. Donc il n'y a pas que l'aspect aussi enfantin et autres. Moi, c'est vraiment l'aspect esprit, justement, où ça m'a désarçonné. Ça m'a perdu. Ah oui. C'est parce que tu es hermétique à tout ça. Je suis très, très occidental, pour le coup, je l'admets. Moi, je trouve ça très beau, la façon dont c'est raconté, de personnifier justement, en l'occurrence, c'est une rivière qui est personnifiée comme un dieu d'une rivière. Enfin, la personnification de tout ça, je trouve ça très joli, justement. Et la façon dont ils sont dessinés, la façon dont ils sont représentés. Il y a un côté poétique certain, mais je trouvais que, notamment dans les répliques, tout était surligné, tout était, j'allais dire surjoué, mais c'est de l'animation, mais effectivement, je trouvais que le trait était un peu forcé.
Oui, mais ça c'est propre justement à ces films d'animation-là, le fait qu'on va beaucoup accentuer le côté un peu enfantin, avec... Trop pour moi. Ouais, avec on va te prendre par la main et te dire viens regarde je te montre, c'est ça que tu dois faire, c'est ça qu'on doit faire et ainsi de suite. C'est exactement ce qui m'a posé problème. Mais ça... Mais c'est propre à ces films-là aussi. Du coup, vaut mieux que je m'arrête là alors et que je ne regarde pas d'autres. Non, pas vraiment, parce que... est-ce que tu as déjà vu Mon voisin Totoro? Non. Bah, il est aussi excellent pour le coup. Et alors, je pense qu'il te plaira pas parce que tu auras le côté très enfantin également. Mais il y a toute une critique aussi par rapport à l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement, ce genre de choses. Ah ouais, je reconnais qu'ils sont très forts pour parler de thèmes très, très matures. Par exemple, avant de regarder Le Voyage de Chihiro, les seuls films d'animation japonais que j'avais vus, c'était Akira et Ghost in the Shell. Et effectivement, j'ai trouvé très, très adulte et avec une esthétique en rien choquante. Enfin, ça me paraissait très familier. Alors que quand je suis arrivé sur Le Voyage de Chihiro, waouh, j'ai jamais vu autant de couleurs de ma vie. C'est deux salles, deux ambiances, effectivement. Oui. Et je pense que le côté couleur un peu acidulé qu'on pourrait donner à ces films-là, c'est peut-être pour justement que le message il soit plus accessible. Pour les enfants. Ouais, peut-être pour les enfants. Oui. Oui, c'est pour ça que les films de Miyazaki, dont Le Voyage de Chihiro, plaît à toutes les tranches d'âge. Comme vous l'avez évoqué, donc il y a des enfants de 8 ans qui le regardent, des adultes. Et en fait, c'est le fond. Le Voyage de Chihiro retrace, c'est même un reflet de la société contemporaine. Et en fait, il faut le lire comme ça. Et c'est parce que Chihiro, c'est une héroïne, mais pas comme les autres. Elle a les traits d'une héroïne classique parce qu'elle est courageuse et persévérante. Et elle le devient. Elle le devient, parce qu'au début, oui, notamment quand elle déménage avec ses parents, elle n'est pas contente, elle est capricieuse. C'est ça. Et au fur et à mesure qu'elle retrouve, elle est sur son chemin, eh bien, elle apprend à être mature. Mais il y a aussi cette opposition justement du fait que c'est une enfant, elle est encore un peu innocente dans sa façon de penser, dans sa façon d'être, et elle est beaucoup plus consciente aussi de la façon de vivre ou autre, et de l'art et la manière d'être. Quand on voit par exemple ses parents qui se ruent sur des produits à manger, enfin qui se ruent sur de la nourriture, comme à terme ils deviennent des cochons, enfin voilà, ça représente bien le fait qu'ils consomment, alors qu'elle, elle est bien consciente il y a quelque chose qui cloche, et pourtant c'est une enfant. Et il y a je trouve que le fait d'avoir fait Chihiro en tant qu'enfant, enfin d'être basé sur une enfant, c'est super intéressant puisqu'on voit le parcours du fait que à la base l'enfant c'est un symbole d'innocence, un symbole de pureté. Oui. Et on voit cette évolution de, elle est corrompue, elle peut être corrompue par l'impact de ses parents, elle peut être corrompue aussi avec j'ai plus le terme, enfin je sais plus comment il s'appelle, l'être qui la suit l'être qui la suit pour lui offrir à chaque fois ce qui pourrait potentiellement lui être utile. Ah non, je vois pas. C'est pas un être un peu surnaturel, sinon. Oui, espèce de masque. Oui, c'est sans visage. C'est un sans visage. Oui. Je me souvenais pas. Je vous remercie Rine Ball. Ce sans visage qui la suit au fur et à mesure, qui lui propose à chaque fois quelque chose qui aurait pu l'aider à un moment donné, qu'elle refuse à chaque fois parce que elle, ce qu'elle veut, c'est juste retourner dans son monde, retrouver ses parents et retrouver une vie normale. Avec, après il y a cette histoire d'amour un peu, d'amour ou en tout cas de lien. Ouais, c'est surtout un amour très platonique plus qu'un amour. Bien sûr, oui, il n'y a rien aussi, de. Mais voilà, c'est. On est avant l'adolescence. Oui, clairement, oui. Je pense que c'est le genre de film que tu peux regarder plusieurs fois dans ta vie et en avoir une vue et une description différente à chaque fois. Oui, tu peux le comprendre de façon différente. Absolument. On n'a pas la même interprétation selon l'âge à laquelle on le regarde. Tout à fait. Moralité, je suis trop vieux dans ma tête, messieurs, dames. Peut-être qu'à 50 ans, tu auras une autre vision de ces films. Je pense que l'auteur nous invite à s'identifier à Chihiro, même qu'on doit s'identifier à Chihiro, parce qu'en fait, on est un peu comme elle, mais dans cette société-là. On suit aussi un chemin, on grandit, parce que même si elle est une enfant, en soi, on a beau être un adulte, on n'est pas forcément mature. Ça me fait penser, bon là c'est très philosophique, parce que je vais faire référence à Emmanuel Kant quand il parle de minorité intellectuelle et de majorité, dans le sens où est-ce qu'on est capable de réfléchir par soi-même,
Et bah là, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que ce monde des esprits, c'est cette société-là, mais dont on a enlevé tous les filtres. C'est-à-dire, c'est un monde transparent. Il n'y a que les esprits, nos âmes, qui font figure de personnages. Donc ceux dont on enlève le nom, Chihiro en fait partie, donc, qui aussi travaille comme ouvrier, eh bien se font donc dans le travail et perdent peu à peu leur identité. Chihiro, à un moment, elle s'appelle Sen, et Sen, c'est un chiffre. Elle est complètement déshumanisée. Et c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de questionnements sur l'identité, sur le moi. Donc le moi, une notion très romantique, et sur vraiment ce qu'on est nous et pas comment les autres nous voient. Cette recherche de construction aussi de soi-même à travers des valeurs défendues qu'elle souhaite garder. Et à chaque fois, ces valeurs, elles sont marquées par le fait de refuser, que ce soit par exemple l'appât du gain. Le fait que, ça, exactement. Je pense que lui, c'est probablement le plus fort, parce que quand il offre de l'or à Chihiro, elle va le refuser. Mais quand il va l'offrir à la petite grenouille du centre, elle va tout de suite accepter. Et au fur et à mesure, on va voir qu'il y a cette idolâtrie de du sans-visage qui va offrir au fur et à mesure de l'or. Et donc on voit que ça rend les masses un peu folles, cet appât du gain. Alors que Chihiro, elle reste sur ses valeurs de « ça ne m'intéresse pas ». L'appât du gain ne m'intéresse pas. Et donc il y a cette construction de la personnalité qu'elle a perdue par le fait de perdre son nom, mais qu'elle reconstruit au fur et à mesure du film en structurant des valeurs sur son chemin. C'est quel chiffre en japonais ? Sen, c'est 1000. 1000, d'accord. 1000. Je voulais aussi m'attarder sur Haku, donc le personnage aux cheveux bleu pétrole. Qui donne à manger à Chihiro. Oui. Ah, c'est lui. Oui, et Qui est très charismatique aussi, il ne faut pas se le cacher. Et bien, quand on creuse un peu plus, donc au moment où il se transforme en dragon, et ce dragon-là, c'est aussi une figure de la culture, pas que japonaise, mais orientale dans son ensemble, surtout chinoise. Donc c'est le dragon oriental qui symbolise les forces de la nature. Et cette nature-là, eh bien, c'est exactement comme on pense de la nature, et là il y a un lien avec l'écologie et l'environnement. La nature, c'est-à-dire qu'elle peut, si on lui fait du mal, entre guillemets, peut se retourner contre nous. Donc je pense aux catastrophes naturelles, etc. Mais bon, là c'est encore un parallèle. Et Chihiro, en fait, elle lui fait confiance. Donc là, ça fait partie aussi des valeurs, la confiance. Et ça peut aussi questionner sur l'éloignement des hommes de la nature au profit donc, de cette société, de tout ce qui est l'appât du gain, la consommation. Alors que Chihiro, elle, est guidée justement par Haku, qui est le symbole de la nature. C'est comme si elle revenait un peu aux origines, c'est-à-dire qu'elle ne s'éloignait pas. Qui est marqué aussi par le fait que c'est en traversant une rivière qu'on arrive dans ce monde des esprits, donc on retrouve encore ce côté nature. D'ailleurs, avec ses parents, elle quitte la ville au début du film. Oui. Pour aller vers la campagne. Oui, tout est lié. Voilà, c'est vraiment tous les filtres de la société, de tout ce qu'on construit en tant qu'humain, qui sont complètement enlevés au profit donc d'une image authentique de la nature, qui est aussi une ressource. Se ressourcer, c'est la nature. Bien. Est-ce qu'on t'a un peu plus convaincu ? Il faudrait que je le revoie dans quelques temps. Si tu aimes la philosophie, normalement ça devrait te plaire. Encore une fois, j'ai pas un problème avec le fond du film, mais avec sa forme. Vraiment, Parce qu'on ne peut pas dissocier la forme de la forme. Le fond de la forme, pardon. C'est vrai que c'est très coloré, ça peut, au premier abord, on a l'impression que c'est un petit film d'animation pour les enfants, qu'on passe pour les occuper, voilà, mais pas du tout en fait. Enfin, une bonne partie de ces films, c'est ça, on a cette c'est pas du tout ça. À chaque fois qu'on regarde, on se pose tout le temps des questions, on cesse de réfléchir. Mais oui, par même exemple, après. Le voyage vers Mon voisin Totoro, il y a aussi tout un processus de deuil aussi autour, alors que c'est pareil, ça reste dans ces couleurs un peu édulcorées, et ça parle du deuil. Donc, encore une fois, on est très loin de l'esprit occidental où on a tendance à représenter le deuil par le noir, par des couleurs sombres. Au Japon aussi, mais là, c'est le style Miyazaki, plutôt. Ouais, c'est un chabus qui fait qui représente ce voyage vers... Et Princesse Mononoke, c'est du même réalisateur aussi. Oui. D'accord. Il y a aussi des notions qu'on revoit aussi, les mêmes que dans le voyage de Chihiro. Je pense notamment
à la protection de l'environnement, puisqu'on est dans une forêt. L'esprit de la forêt, qui, je pense, prend la forme d'un cerf, une créature, un cerf très majestueux, voilà, qu'on essaye un peu de tuer, non ? Dans Princesse Mononoke, Oui. vous dites alors, moi, ça fait très longtemps que je l'ai vu, Princesse Mononoke, donc j'ai plus trop de souvenirs. Mais il y a tout un... Enfin, c'est très axé sur la protection de l'environnement. Enfin, Mais une sorte de mâle qui ronge les animaux. Oui. D'accord. C'est très présent, effectivement. Eh bien, à propos de mal qui peut ronger les humains et à propos de deuil, on va pouvoir passer au film suivant. Il faut sauver Soldat Ryan. Alors, qui l'a vu ? Bah, Maxime ? Ouais, je l'ai Maxime, vu, ouais. ouais. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé ? Le film était très agréable. Alors c'est un film qui est assez long, qui dure 3 heures. En termes de synopsis, donc ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le film commence sur Omaha Beach avec des militaires qui essaient de prendre la plage pour ensuite progresser dans les terres. Ils arrivent, on a toute la scène où ils prennent la plage, etc. C'est spectaculaire. Tout ce qui est effet sonore, visuel, c'est très très bien mis en scène et représenté. Et ensuite, une fois que la plage est prise, ils envoient des lettres aux familles pour rendre compte des soldats qui sont morts, etc., qui sont morts pour la nation, pour la patrie, etc. Et ils se rendent compte qu'il y a une famille avec une mère qui attend le retour de ses 4 fils. Il y en a déjà 3 qui sont morts, donc ils décident d'envoyer un cortège de plusieurs personnes pour aller le chercher dans les terres qui sont encore occupées par les Allemands nazis. Et donc on va suivre ce groupe de personnes qui va essayer de progresser et on va voir les relations entre différents, qui est dans un contexte différent en tant qu'humain, puisqu'on est à la guerre, donc c'est des gens qui ne se connaissent pas et qui vont évoluer ensemble, qui vont risquer leur vie pour une seule personne. J'ai cru comprendre, Claire, que tu n'apprécies pas tant que ça ce film. Non, c'est pas que je ne l'apprécie pas, parce qu'en tant que tel, il est très bien. Franchement, côté historique, il n'y a rien à dire, il est excellent. Après, c'est juste que moi, c'est pas mon délire. c'est pas ce que j'aime dans les films. Mais... Le film de guerre en général ? Ouais, non, j'aime pas ça. D'accord. Pas uniquement le film Non, c'est centré les films de sur guerre la que Seconde j'aime Guerre pas, que mondiale. j'aime pas. D'accord, donc même les films sur le Vietnam ou Ouais, la guerre non. du Golfe, non, Non, d'accord. bah, de toute façon, tout ce qui est histoire contemporaine, D'accord. c'est pas du tout ce que j'aime. Même, est-ce que vous avez vu le film Lee Miller qui est sorti il y a Ah pas oui, non, mais longtemps ? Lee Miller, c'est encore autre chose. Ah, Parce que c'est un film de guerre. Ah oui, non, mais Mais- Lee Miller, c'est autre chose. J'ai emmené ma classe, une autre de mes classes là-bas. Mais non, Lee Miller, c'est encore autre chose. pourquoi ? Mais Lee Miller, elle est formidable. C'est une photographe, c'est une des photographes qui a été une des seules photographes à avoir eu accès au camp à leur ouverture, et donc qui a pris des clichés de ces camps. Oui, mais alors, pourquoi ce film, oui, mais il faut sauver Soldat Ryan, non. Bon, parce que la testostérone, ça va de secondes, quoi. Voilà. Je dirais pas que c'est un film testostéroné quand même. Oh. Non, mais c'est juste que il faut sauver le soldat Ryan. C'est pas un film que j'ai plaisir à voir. Ils arrivent à mettre les personnages en position de faiblesse. Hein. Je pense qu'ils le font. Oui, non, mais en soi, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Je veux revenir juste sur le fait, par exemple, que on va revoir. Enfin, vous avez dit les liens entre les différents personnages, le fait qu'à la base ils ne se connaissent pas, qu'ils ont été amenés à s'entraider et à se connaître au travers de la guerre. Il y a quand même un lien fort. On voit il y a cette fraternité entre tous les membres de ce commando qui va à la recherche de ce fils perdu et ils meurent tous pratiquement. Pratiquement, il en reste 2. Oui, il en reste 2. Et il y a toute cette réflexion autour de... on est dans un contexte de guerre, mais en même temps, on ne veut pas perdre notre humanité, mais en même temps, face à quelqu'un, par exemple, qui a assassiné un membre de notre équipe qu'on a été amené à considérer comme un frère, est-ce qu'on doit arriver à le tuer ? Est-ce qu'on ne le tue pas ? Et pourtant, cette personne, elle a, par exemple, rendu les armes, parce qu'il y a eu cette scène aussi qui est assez intéressante, je trouve, où... ils sont pris en embuscade par des Allemands. À terme, il y a un membre de leur équipe qui est décédé. Ils tuent une bonne partie des Allemands, mais il en reste un. Et la question se pose de est-ce qu'on va le tuer parce qu'il a tué notre camarade, ou est-ce qu'on va le laisser vivre ? Sauf qu'il s'est rendu, et normalement, dans un contexte de guerre, les conventions veulent qu'on ne tue pas des prisonniers. On n'a pas, Surtout quand il lève les mains, qu'ils se rendent, voilà. qu'ils montrent clairement que... Tout à fait, on ne tue pas. Et là, va se poser la question de, oui, mais il a tué notre copain. Est-ce qu'on va le tuer ? Mais est-ce qu'on ne le tue pas ? Et il y a toute cette réflexion. Et c'est intéressant aussi de voir l'évolution des différents personnages. Par exemple, un personnage qui au début ne voulait absolument pas tuer d'Allemands, parce qu'il n'avait jamais tenu d'armes, c'était un traducteur, qui était absolument contre. D'ailleurs, dans
la précédente, le passage que je vous ai expliqué, ce personnage s'opposait à l'assassinat de cet Allemand, mais à la fin du film, il l'assassine en Allemand. Donc j'ai trouvé, je n'aime pas ce film, mais je lui accorde énormément de crédit sur l'évolution des personnages. J'ai trouvé ça très intéressant de montrer justement l'évolution de comment la guerre, en fait, ça transforme les gens. Et ça, c'est intéressant. Oui, moi ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est justement qu'il est tout en nuances. On n'est pas justement dans la testostérone à la Rambo, avec des muscles saillants et l'ennemi, voilà, une masculinité très mise en avant. C'est vrai que pour le soldat Ryan, c'est pas ça qui est mis en valeur. Oui, justement c'est la nuance, c'est l'humanité, et, à la fois dans sa monstruosité, mais aussi dans sa fraternité. Non, je trouve que c'est un film qui pose beaucoup de questions sur qui l'on est, qui on serait dans un tel contexte. Oui. Donc en ce sens, c'est un film qui me paraît important de montrer, en tout cas. Ouais, si je devais choisir un film de guerre à montrer, par exemple, avec... je pense que ce serait un des films que je pourrais proposer, effectivement. Oui, en ce qui concerne l'illustration d'un conflit, effectivement, je pense que c'est le film à retenir. Après, il y en a eu certains qui sont sortis dernièrement, il a fait ça remonte un peu, mais il y a eu Dunkerque. Oui, que je n'ai pas du tout aimé. Mais alors, pas du tout. J'ai un mal fou avec le style Christopher Nolan. Je n'ai pas aimé non plus, mais c'est parce que moi, je n'aime pas les films de guerre. Non, moi, pour le coup, j'impute le réalisateur, j'aime pas du tout le montage du film, mais c'est une autre histoire. Sinon après dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale au sens plus large, pour moi Il faut se soldat Ryan est à mettre au même niveau de la liste de Schindler en ce qui concerne les camps de concentration, ou d'un Amen, ou du Pianiste. Pour moi ça fait partie des œuvres vraiment majeures qui traitent du conflit de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, j'ai pas vu le soldat Ryan, mais à vous entendre, moi je trouve qu'il pourrait être vraiment super intéressant sur l'aspect philosophique surtout, parce que je fais philosophie, j'aime ça. Et il y a aussi toute une réflexion autour de la collectivité et de l'individualité, parce que si j'ai bien compris, ce sont 4 personnes qui se réunissent pour sauver un soldat. Oui, ils sont plus. Ils sont plus nombreux. En fait, à la base, si vous voulez, on va suivre le débarquement et quand c'est fini, comme l'a dit Maxime, on va se rendre compte qu'une maman va recevoir une lettre avec sur ses 4 fils, il y en a 3 qui sont décédés et elle va recevoir la nouvelle le même jour. Et donc là, les Américains se disent wow, faudrait aller peut-être sauver le dernier fils quand même, parce que ça fait beaucoup. Le nom va s'éteindre. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc ils décident d'envoyer des personnes qui sont déjà sur le terrain, donc qui ont vécu le débarquement et qui sont amenées à aller dans les terres pour justement sauver ce soldat. Et donc ils sont plus, mais je sais plus combien. Ils sont 7. Ils sont 7. Et c'est ce qu'on a dit au début, ils sont juste liés par le fait d'être des soldats d'une même unité. Mais le chef de l'unité, par exemple, à la base, il est enseignant. C'est un enseignant d'anglais, c'est ça ? Oui, d'anglais. Ouais, mais tout de même, c'est super intéressant. Je trouve ça super intéressant quand même qu'un groupe aille risquer leur vie quand même pour aller sauver un soldat. Parce que généralement, on a plus tendance, si je puis dire, à privilégier le groupe à l'individu. C'est un peu même comment l'homme réfléchit, parce que c'est une question de survie. Alors là, c'est pour une mère qui a déjà perdu beaucoup d'enfants, c'est tout un groupe qui a se risqué pour sauver un individu. Et c'est là où toute l'humanité, où vraiment tout le film... Après là, c'est scénarisé aussi. Oui, c'est scénarisé, oui, on est sûr. Mais il y a aussi le fait qu'au début, ils n'ont pas le choix, c'est des ordres. Et pendant tout le long du film, c'est contesté qu'ils avaient fait un commando de 7 personnes pour en sauver qu'une. Et à la fin, dans certains côtés, il y en a quand même qui tombent d'accord, qui disent oui, ils ont le choix. Il y a quand même ce truc de oui, on va continuer, on va rester, etc. On va jusqu'au bout. Oui, tout à fait. Au début, c'est plus un fardeau. Ils se disent pourquoi aller risquer la vie de 7 personnes pour une personne, alors qu'on ne sait pas où il est. Il a été parachuté. On ne sait où. Ça, on ne sait même pas sûr s'il est vivant. Voilà, c'est ça. Il y a 0 information. Pourquoi on risquerait la vie de 7 autres personnes qui ont déjà subi le débarquement, donc qui sont pas forcément, qui ont déjà vécu des choses. Pourquoi on va les sacrifier potentiellement pour une seule personne? Et à terme, donc on vous l'a dit, ils meurent quasi tous, mais ils ont voulu être là, même si au début
on nous dit que, enfin, on nous montre qu'ils sont pas d'accord, que ça les ennuie d'y aller. À la fin, quand il décède, en tout cas, il y a toujours un moment où on a remarqué que le personnage, il était là parce qu'il avait envie d'être là et qu'il avait vraiment envie de sauver cette personne. Finalement. Surtout qu'ils viennent de loin, ils viennent de le débarquement, ils voient les gens se faire massacrer autour d'eux, ils viennent sur la plage et tout. Donc c'est vrai que ça c'est intéressant, le fait que l'évolution de... au début on était un peu égoïste parce que oui on avait vécu des choses, mais arrêtons d'être égoïstes, oui allons sauver cette personne pour au moins mettre un peu de joie dans la vie d'une personne. Et ça c'est beau. Et puis une chose effectivement qui a été sous-entendue tout à l'heure, c'est que ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on a affaire justement à des soldats qui ne sont pas des professionnels. Ce ne sont pas des militaires de carrière. Ce sont des gens qui ont eu une vie avant. Comme tu disais, il y avait des enseignants, il y en a qui avaient des métiers. Et finalement, ça transparaît dans l'évolution des personnages, dans les rapports qu'il y a entre eux. Oui, c'est très mis en avant. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Oui, ça aide justement à leur évolution dans leur parcours en tant que soldats et en tant qu'hommes aussi. Le fait que ça les a beaucoup impactés. Ce ne sont pas 7 mercenaires clairement pas, qui sont surentraînés, surarmés, pas du tout. Non, parce qu'on voit aussi des soldats pleurer, on voit des soldats qui sont... je pense surtout à le traducteur. Oui. Je me souviendrai pas de son nom. Parce que je me le souviens dans un autre film, mais du coup j'ai son nom dans cet autre film, mais pas là, qui au début était totalement maladroit, à terme il est toujours maladroit, mais qui était extrêmement maladroit, qui n'avait aucune envie d'être là, il était là parce qu'il fallait quelqu'un qui sache parler allemand, français, au début on dit clairement à celui t'es traducteur, tu parles anglais, allemand. Personne voulait lui parler en plus. Ça, oui. Dans l'équipe, personne ne l'a considéré comme un frère d'armes, parce que justement il n'avait jamais eu d'armes en main, donc il était ignoré par il par de le reste. Sociabiliser et tout. Oui, lui il essayait de faire les premiers pas pour essayer de sociabiliser, mais on l'envoyait balader. Puis au fur et à mesure, il l'intègre dans le groupe. Et à la fin c'est un des seuls qui survit d'ailleurs. Mais on voit aussi cette évolution, lui on le voit pleurer, d'ailleurs c'est lui qui ne veut pas tuer d'Allemands mais qui à terme tue, alors qu'il était totalement contre ça. Il était même pour, justement, il sympathise aussi avec les Allemands. Celui qui on lui fait creuser une tombe, et à l'Allemand, on lui fait creuser la tombe des différents soldats américains qui sont décédés. Et lui, il lui offre une cigarette, il lui parle, il a de la compassion, pour qu'à la fin du film, on le voit, même s'il a pleuré pas longtemps avant. Et il a quand même un rôle important parce qu'ils sont en France, donc ils passent dans des villages détruits, etc. Donc c'est lui qui fait le lien entre les Allemands et les Anglais, entre les Américains et les Français, les Américains et les Allemands. Donc il a quand même un rôle important dans beaucoup de scènes. Oui, c'est un peu le rôle, c'est le traducteur de toute façon, donc c'est lui qui va être essentiel pour comprendre les ordres, pour comprendre ce que les Français peuvent leur dire aussi, pour les informations. Et puis pour les Allemands. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce film, c'est sur sa forme. C'est-à-dire que je l'avais mentionné déjà par écrit dans le diaporama, c'est qu'il n'y a pas de gloriole et il n'y a pas d'esbrouf. C'est-à-dire que oui, les moyens techniques sont importants dans la réalisation d'un tel film, mais Spielberg propose là une réalisation qui est à l'opposé d'un Michael Bay, par exemple. On n'est pas là à faire tout exploser, tout et n'importe quoi. On n'est pas là à vouloir faire absolument de la belle image. On n'est pas là à créer des bruitages artificielle pour accentuer telle ou telle séquence. Tout est fait pour rendre les scènes les plus réalistes possibles. Le souci de détail est impressionnant. Oui, voilà, il y a une immersion qui est très forte. Oui, oui, c'est vrai. Il y a vraiment des scènes, c'est criant de vérité et c'est prenant aussi. Oui, c'est-à-dire que ces 24 premières minutes du film, de débarquement sur la plage, on y est quoi. Et puis je vais peut-être finir en trop lent, mais n'est-ce pas l'unique film où Vin Diesel joue bien? En même temps, il joue pas si longtemps que ça. C'est pour ça. Parce qu'il meurt assez vite. Mais il a un beau rôle. Parce qu'il fait partie des soldats qui sont un peu... Scarpazzo. J'ai plus son nom, je sais pas si. Oui, je crois que c'est ce nom-là. C'est Scarpazzo. Oui. Je les retiens même pas. Mais il veut sauver une petite fille. Celui qui a la lettre. Oui, tout à fait, oui. Celui qui a la lettre. Donc il a quand même. Il a un joli. À terme, il a un joli rôle. Mais oui, il roule. Parce que sa lettre va être transmise jusqu'à la fin entre les deux. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, il y a cette histoire de lettre, du fait que lui, il avait écrit une lettre, c'était pour son père. Oui, pour son père. Une lettre pour son père.
Sauf qu'il meurt, c'est le premier à mourir Oui. dans l'histoire. Et cette lettre, elle est transmise au fur et à mesure des soldats qui décèdent, pour qu'à terme elle arrive quand même C'est ça. à bon port. Et le premier à la réécrire entre guillemets pour la transmettre, c'est justement le traducteur Oui. allemand et français qui n'est pas forcément intégré à ce moment-là, Oui. qui prend le temps de la réécrire sur un papier et tout, Oui. avec une écriture et qui l'arrange. Ouais, tout à fait, ouais. Preuve qu'avec un bon réalisateur, on peut faire quelque chose de Vin Diesel. En 20 minutes. En 20 minutes. Ah ouais. C'est vrai que moi je suis resté un peu sur ma fin parce que les 2 personnages qui survivent, j'ai été déçu à ce niveau-là. C'est un peu les personnages avec qui je m'attendais une certaine forme de rédemption, parce que c'est les personnages qui ont eu des scènes, des côtés négatifs, et je m'attendais à une rédemption, qu'il se passe quelque chose pour qu'on ait quelque chose de contraire. Et finalement, je suis resté un peu sur ma fin parce qu'on est arrivé sur la fin du film et c'était rien passé. Et c'était les 2 qui survivaient. Je me suis dit, d'un côté c'est symbolique, mais de l'autre je m'attendais à plus. Et j'étais assez surpris à ce niveau-là. En quoi vous vouliez que le traducteur il ait des scènes de rédemption Il laisse ses 2 camarades mourir. Dans l'escalier, il passe et l'allemand il passe, il dit rien. Ah oui, oui, Et oui. il le voit s'étrangler et l'autre il a une scène au moment où il tue l'allemand et il dit je m'en vais, je lâche tout, etc. Finalement il reste, mais il y a ce truc de contester le groupe et il a plus entre guillemets sa quête de rédemption où il montre le contraire comment ça vendrait de base. C'est vrai que j'avais été surpris, donc ça marchait bien, c'est les 2 seuls qui survivent, mais j'ai été quand même surpris à ce niveau là. Je m'attendais à ce que ça finisse autrement, Bon, et le soldat Ryan a été sauvé. évidemment. Au péril de nombreuses vies. Qui ne fait rien pendant la bataille d'ailleurs. C'est vrai. Il est caché, il est... Oui. Oui. Ça, c'est vrai qu'il fait pas grand chose. Et pourtant, c'est lui qui a voulu rester. C'est ça. J'ai donc une question à propos de ça. Si, donc, admettons que ces soldats ne soient pas partis, n'aient pas reçu l'ordre de partir pour sauver ce soldat, est-ce que ce soldat aurait pu survivre Non. seul? Non. Moi, Alors, il n'était pas seul. Hein. Il n'était pas seul, mais on voit bien qu'ils sont dans une situation critique. Évidemment, avec des scies, voilà, on pourrait mettre Paris en bouteille. Mais on voit bien que c'est quand même les hommes en plus et la stratégie qu'ils apportent qui permet d'avoir un semblant pour un moment le dessus sur le point en fait, parce qu'ils défendent un point, un objectif stratégique géographiquement, on va dire. Et ils arrivent quand même à apporter quelque chose. Avec le tireur d'élite qui est posé avec son spot, etc. Oui, c'est que chaque élément de cette unité. Oui, ils apportent des compétences en plus au groupe qui est déjà présent. J'ai presque envie de dire, les gens qui étaient là de base, ils servaient un peu de chair à canon, quoi. Comme une majorité de soldats. Oui, à la base, ils sont pas expérimentés pour une partie. J'ai plus ça dans le sens que. Moi, je me fais réaction, mais ils étaient pas autant que ça en fait, et c'est vrai que après, je me suis dit, mais en fait, c'est juste parce qu'on a vu que des gens qui n'ont pas du goût conçu depuis le début mourir dans cette bataille, et c'est vrai qu'ils meurent plus vers la fin. Et c'est pour ça que je m'étais fait cette réflexion. On arrête là? Bon, sauf si vous voulez rajouter des choses sur le soldat Ryan ou le voyage de Chihiro. Mais... Eh ben, ainsi s'achève ce 2e numéro. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau film. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. À bientôt. Tchuss.